Parler d'Europe par les temps qui courent, c'est toujours pour moi un plaisir, mais aussi un sujet d'énervement, parce qu'il y a une rengaine quand on parle de l'Europe qui est l'Europe, oui, mais. Et le oui est passé presque inaperçu, et alors le mais, c'est un déversement de critiques, on se demande après, à la fin, pourquoi ils ont commencé leur intervention, leur rengaine par un oui. Alors moi, c'est différent. Je vous dis l'Europe, oui, oui, oui et oui. Et maintenant, il faut discuter comment on va continuer à la construire. Et si je dis ça, le plus simple, c'est que je vous raconte une histoire personnelle. Mon lien avec l'Europe, ou ma liaison, ou pourquoi mon ADN politique, mon ADN même intellectuel, émotionnel, est totalement lié à l'Europe. Je suis né en 1945. Mes parents étaient réfugiés près de Montauban, à Moissac. Ils avaient une maison pour enfants juifs dont les parents étaient déportés. Ils sont arrivés, ils étaient à Paris, ils sont arrivés en 1939 à Montauban. Ils ont dû cacher les enfants, dont mon frère qui est né en 1936, chez les paysans autour de Moissac. Et quand ils ont appris le débarquement des Alliés en juin, ils ont décidé de faire un enfant. Alors vous êtes tous adultes, vous savez comment ça fonctionne, vous savez que ça dure 9 mois, et donc 9 mois après, je suis né dans une maternité de Montauban. Et imaginez donc qu'arrivant dans cette maternité, je commence à parler, et je dis à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de soldats entre la France et l'Allemagne. Il n'y aura plus de frontières. Le Rhin sera un fleuve commun. Ça ne sera plus une frontière où des deux côtés, il y a des policiers, des soldats, mais pas seulement entre la France et l'Allemagne, entre la France, l'Allemagne et le Benelux, l'Italie, etc. Décrivant donc un mirage pour eux, mes parents se retournent et se disent « on a un problème ». Il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. C'est ça l'Europe. C'est ça. Si on se remet en 1945, si on repense les années 50, ce qu'existe aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, c'est un progrès de civilisation incroyable. C'est quelque chose qui, pour des générations et des générations, était totalement inimaginable. Non seulement inimaginable, mais impossible. Non seulement improbable, mais aucune chance. Et donc, quand on me dit « oui, mais l'Europe c'est difficile, c'est trop lent », et puis maintenant, il y a une nouvelle idée à la mode qui est « à bas les élites, et de toute façon, il faut des référendums ». Je dis « écoutez, imaginez, après que la France ait dit non à l'Europe de la défense en 1956, que l'on fasse un référendum en France avec une question. Voulez-vous, aux Français, voulez-vous vous réconcilier avec les Allemands en 55, 56 ? Vous avez 80% de non. 80% parce que se réconcilier avec les Boches, non, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Vraiment, c'était à peine 10, 11 ans après la fin de la guerre. Et ce sont des femmes, des hommes, qui ont décidé que l'histoire ne pouvait pas continuer comme ça. Qu'on ne pouvait pas continuer tous les 30 ans à avoir une guerre entre la France et l'Allemagne. Qu'on ne pouvait pas continuer à ce que ces deux peuples-là n'arrêtent pas de s'entretuer. J'étais une fois dans une école et on m'a demandé « oui, mais pourquoi on l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale, après l'Holocauste, le nazisme, et pourquoi pas avant ?» Je trouvais cette question très intelligente. Et je me suis demandé, et pourquoi pas avant la première ? On en aurait évité déjà 2. Mais il y a une raison très simple, qui est au cœur de la réalité européenne ou de la compréhension de l'Europe.
c'est que après la Deuxième Guerre mondiale et après la défaite des empires, des deux empires coloniaux qui dominaient l'Europe, disons, de l'Ouest, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, aucun État européen n'était plus capable d'être hégémonique en Europe. Et la condition sine qua non de la construction européenne, c'est qu'aucun État ne puisse et ne doit être hégémonique. C'est qu'ensemble, on construit quelque chose de nouveau, sans leadership hégémonique. Parce que Napoléon avait un projet européen derrière la France, Hitler avait un projet européen derrière l'Allemagne, Staline avait un projet européen derrière l'Union soviétique. Et donc, il faut comprendre que c'est là le cœur, le nœud de la nouvelle idée, le nœud de la nouvelle idée de ce que nous voulons en Europe, construire quelque chose en commun, non pas par une révolution, non pas par une hégémonie, mais en délibérant par un accord commun démocratique et souverain. Et c'est comme ça qu'a commencé cette construction européenne. Cette construction européenne qui, à aucun moment de son histoire, n'allait de soi, pour la simple raison qu'il fallait surmonter, et qu'il faut toujours surmonter, des siècles de compréhension de la politique en Europe qui est une compréhension nationale. Vous savez, on a mis, 2 siècles à construire les États-nations démocratiques. Et quand on demande à des Français, par exemple, mais quand est-ce qu'est née la République française? Tout le monde vous dit en 1789. Oui. Mais si vous prenez l'histoire de la France de 1789 à aujourd'hui, c'est en dents de scie. Ça monte, ça descend, vous avez Napoléon, le premier, le troisième, etc. Vous avez des évolutions d'une société plus ou moins démocratique. Et quand je demande dans une école, mais quand est-ce que la France est vraiment devenue une démocratie? La plupart des enfants nous disent d'abord 1789. Je dis non. Non. Les femmes ont eu le droit de voter en France qu'après 1945. Donc une démocratie ne peut pas être une démocratie quand la moitié de la société n'a pas le droit de voter. Donc vous voyez un peu comme c'est difficile de construire un espace politique démocratique, non pas un espace politique qui fonctionne, mais qui soit démocratique. Et c'est là où on en est en Europe. On a 70 ans, un peu plus d'un demi-siècle. Dans l'histoire, c'est beaucoup et ce n'est rien. Et aujourd'hui, nous avons eu des périodes d'angoisse, de résistance, et puis il y a eu des idées qui se sont développées. Alors, on est arrivé, des Européens ont commencé à se demander si, avec l'évolution d'un marché commun, avec l'évolution d'un marché unique, intégré, est-ce que l'on ne devait pas aller vers une monnaie unique? C'était très controversé, c'était très difficile. Et d'ailleurs, on doit la monnaie unique à la détermination de 2 personnes, François Mitterrand et Helmut Kohl. Sans ces 2 qui ont voulu la monnaie unique, elle n'aurait pas existé. D'ailleurs, leurs 2 ministres des Finances de l'époque, d'un côté Stoltenberg, de l'autre côté Bérégovoy, étaient contre. Et pour des arguments, d'ailleurs, vous allez voir, très drôles. Stoltenberg disait, mais une monnaie unique, avec la culture financière et économique des Français, mais vous, il ne faut pas l'imaginer, ils vous nous emmenez dans le mur, ce n'est pas possible. Et Bérégovoy était contre, pourquoi? Parce qu'il disait, mais enfin, avec la culture financière et économique des Allemands, mais ils vont nous embrigader, on ne va pas pouvoir en sortir, nous ne sommes pas capables de tenir ce choc en commun avec les Allemands. Mais François Mitterrand et Helmut Kohl voulaient, pourquoi? Parce qu'ils sentaient que
l'Europe de l'après-guerre était en train d'exploser, que le communisme était en train d'exploser, que l'Europe allait devoir jouer un plus grand rôle dans le monde, et que pour cela, il fallait, avec la réunification allemande qui venait, il fallait renforcer l'intégration européenne. Et donc, vous savez, cette décision n'était pas facile. Pour Helmut Kohl, c'était quelque chose de difficile parce qu'il demandait beaucoup aux Allemands. Il demandait aux Allemands d'abandonner l'hégémonie du Deutschmark. Et le Deutschmark était hégémonique, et l'économie allemande était hégémonique. Et que donc, il savait, et le Deutschmark était, si vous voulez, la marque de l'identité allemande après la barbarie nazie. C'est-à-dire, l'Allemagne n'était plus un peuple conquérant politiquement, mais était une économie capable, justement, d'être au plus haut niveau. Et le Deutschmark était le symbole de cette indépendance. Il y a deux événements après la guerre de 1945 qui a forgé, si vous voulez, l'identité allemande. C'est l'évolution de l'économie et donc du Deutschmark et la victoire injuste de l'équipe d'Allemagne en 1954 dans la Coupe du Monde contre la Hongrie. Injuste parce que les Hongrois étaient meilleurs, et la plus grande équipe, mais que pour l'Allemagne, 1954, c'est donc 9 ans après la fin de la guerre, c'était le retour dans un espace des États-nations non guerriers. C'est pour ça que cette victoire a beaucoup compté dans la psyché de la société allemande. Et donc, pour la France, passer du franc à l'euro, comme le franc ne valait pas grand-chose, ce n'était pas vraiment un grand problème si on faisait un pari qu'avec l'euro, on stabiliserait les économies. Mais, et c'est là que je veux en venir dans la construction européenne, le problème de la construction européenne aujourd'hui, mais quand on a fait le traité de Maastricht, quand on a fait l'accord de Maastricht, les responsables politiques se sont comportés comme des étudiants en économie politique ayant lu 35 pages de Marx et ont oublié toute la réalité. Pourquoi ? Ils se sont mis d'accord sur une monnaie unique et comment l'encadrer. Alors ils ont dit tant de déficit par an, tant de déficit global, etc. Ils ont encadré, ils se sont dit, voilà, maintenant nous allons avoir une culture commune. Et puis, ils ont dit derrière, et c'est marqué dans le traité de Maastricht, et après, nous allons finaliser tout cela par l'Europe politique. Comme les marxistes qui vous disent, quand la base économique est socialisée, la politique, une nouvelle politique, eh bien, suit automatiquement un déterminisme historique. Et le déterminisme historique de Maastricht, c'est on fait la monnaie commune avec un raisonnement économique et financier qui se tient, et le déterminisme, c'est que politiquement, l'Europe politique va suivre. Et l'Europe politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une monnaie commune, vous êtes bien obligé de réguler l'économie dans tout l'espace commun. Et ils se sont dit, d'abord, on va faire ça par des décisions, disons, intergouvernementales, mais ils n'ont pas compris que la dynamique de la monnaie unique était une dynamique financière économique qui nécessitait d'autres comportements que la politique intergouvernementale. Et en fait, cette erreur de Maastricht, on la paye encore aujourd'hui. La deuxième erreur de Maastricht qu'on paye, c'est la conception du budget européen. Le budget européen, c'est 1% du PIB européen. 1%. Vous savez combien est le budget fédéral américain ? Vous savez, vous avez une idée ? 27% du PIB américain. 27. J'oublie l'armée, j'oublie tout, j'oublie, hein ? Mais si vous avez un espace commun de 500 millions d'habitants, avec
une évolution imprévue au temps de Maastricht, imprévue dans sa rapidité, c'est l'effondrement total du communisme, et donc, du fait de l'élargissement à la Pologne, à la Hongrie, les Tchèques, les Slovaques, la Slovénie, la Roumanie et Bulgarie. Donc, des inégalités économico-sociales incroyables. Comment un espace politique peut juguler les inégalités? C'est par des transferts d'investissement grâce à un budget. C'est comme ça que ça a fonctionné après 1945 en France. En France, vous aviez une différence incroyable entre la région parisienne, l'Est et l'Ouest. Et c'est une politique, la politique de De Gaulle, qui a fait de la France un espace économique plus ou moins cohérent, même si on voit aujourd'hui que la cohérence n'est pas totale. Mais ça a été une dynamique voulue. Aujourd'hui, en Europe, avec le budget d'1%, on ne peut pas avoir la politique nécessaire pour justement accompagner la monnaie unique et donc la renforcer dans les échanges et la renforcer économiquement. Alors on me dit toujours, oui, mais l'erreur, c'est l'élargissement. Voilà le problème. C'est vite dit, mais c'est mal pensé. Vous savez, quand Kohl a réalisé l'unité allemande, il a mis à parité, enfin le gouvernement allemand, le marque de l'Est et le marque de l'Ouest. C'était économiquement une folie. Une folie parce que économiquement ça ne marchait pas. Mais c'était politiquement la seule chose à faire. Pourquoi? Si vous ne mettez pas à égalité les deux marques, pour éviter qu'il y ait une émigration massive de la population de l'Est vers l'Ouest, vous auriez dû reconstruire un mur. Donc ce n'était pas possible. Et la même chose avec l'effondrement du communisme et donc la nouvelle souveraineté de la Pologne, de la Hongrie, etc. Si vous n'avez pas, et c'est ce qu'avait vu Jacques Delors très intelligemment, si vous n'avez pas un processus d'intégration, eh bien pour éviter des migrations massives de l'Est de l'Europe vers l'Ouest, vous auriez dû remettre des fils barbelés. C'était politiquement impensable. Et donc, et là encore, on a continué à croire qu'en élargissant l'Europe, en étant maintenant à 500 millions, on pouvait continuer à fonctionner avec un budget européen d'1% du PIB. Delors l'a dit tout de suite, 89, 90, 91, il disait « ce n'est pas possible, nous allons dans le mur ». Mais voilà, les limites de l'idée européenne jusqu'à là sont les limites de la compréhension nationale de l'Europe. Pourquoi? Parce que, en fait, les Allemands sont pro-européens si c'est une Europe allemande. Les Français sont pro-européens si c'est une Europe française. Les Hollandais sont pro-européens si ça fonctionne un peu comme à la Hollande, etc., etc. Et c'est ces visions nationales aujourd'hui qu'il faut défier. Non pas simplement parce qu'on ne doit pas être nationaliste et que c'est moralement, c'est pas bien. Non, parce que ça ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des défis incroyables de la dégradation climatique, de la mondialisation, donc des défis de sécurité qu'aucun État membre aujourd'hui n'est capable d'affronter. Vous savez, dans 30 ans, il n'y aura plus un État membre de l'Union européenne qui fera partie du G7. Pas un. Même pas Malte. Alors, ce n'est pas la peine de parler de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'aucun de ces États ne sera à la hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Union européenne ne trouve pas sa souveraineté économique, politique, eh bien, ce sont les autres qui vont décider pour nous. Ils vont décider de notre modèle social, ils vont décider de notre modèle économique, ils vont décider de comment va fonctionner la planète. Ce seront les Chinois,
qui ont bien commencé. Ce seront les Américains, les Russes et je ne sais autres quelles forces qui vont émerger quand on voit un peu le nombre, les populations qui augmentent de tous les côtés de la planète. Cela veut dire donc que si nous tenons à notre liberté, si nous tenons à notre autonomie, si nous tenons à ce que nous soyons capables de décider de notre destin, nous n'avons qu'une solution, c'est de renforcer l'Europe. Et tous ceux qui vous disent « mais non, vous allez voir qu'on va regagner de la souveraineté économique en revenant, en revenant au franc, on va regagner de la souveraineté politique en revenant à l'État-nation », non seulement ils mentent, mais ils disent des bêtises. Et que le problème de nos sociétés, c'est d'expliquer pourquoi tant de citoyens sont prêts à croire et à accepter ces bêtises. Ça, c'est une défaite, non seulement des dirigeants, c'est une défaite de beaucoup de pro-européens. Pourquoi sont-ils incapables de défendre intelligemment, avec leur tripes des fois, cette Europe? Vous savez, quand un homme politique, français, mais c'est partout la même chose, revient de Bruxelles, il vous dit « Bruxelles a décidé ». Alors moi, je demande toujours « Mais c'est qui Bruxelles ? C'est le mannequin Peace ? C'est… enfin voilà, dites-moi, c'est quoi Bruxelles ? C'est le maire de Bruxelles ? Non, c'était le Conseil européen, donc les gouvernements. Donc le politique qui vous dit « Bruxelles a décidé », il aurait dû dire « J'ai décidé ». Pour ces raisons, bonnes ou mauvaises, vous dites, voilà. Ou c'est le Parlement européen, donc ce sont des majorités politiques qui se sont exprimées. Et alors on vous dit, non, c'est la Commission qui a décidé. La Commission ne peut rien décider. Rien. La Commission propose des lois qu'on appelle directives, et c'est le Parlement européen, et ce sont les États, les gouvernements, donc le Conseil européen, qui décident et qui doivent trouver un compromis. Mais en aucun cas la Commission. La Commission surveille les traités avec rigueur. Et s'il y a pas, et avec dans cette rigueur, elle peut après condamner à une amende Google et les GAFA, ou comme elle l'a fait hier pour des banques qui ont emprunté les lois de la concurrence loyale. Tout ça, c'est le rôle de la Commission, mais pas plus. Et donc, dans la période actuelle, les propositions qui sont faites de relancer l'Europe par une autre gouvernance politique de la zone euro, c'est juste. Deuxièmement, de renforcer l'espace économique européen, c'est-à-dire de renforcer la possibilité à tous les niveaux de sociétés économiques européennes, de leur donner une dimension européenne, de défendre donc cette idée qu'aujourd'hui, on ne peut survivre face à la mondialisation que si nous arrivons à survivre d'une autre manière dans l'espace européen. Et troisièmement, c'est que l'Europe prenne en charge sa propre sécurité. Alors, c'est vrai que quand on dit, moi je défends l'idée d'une armée européenne, on me dit, Dany, impossible, impossible. Je dis oui, c'était impossible en 1945 aussi, donc c'est une perspective, c'est une utopie. Mais pourquoi on en a besoin? Vous savez combien il y a de soldats européens en uniforme aujourd'hui? Vous avez une idée? Plus d'1 500 000. Capables de faire quoi? Rien. Absolument rien. Et vous n'allez pas me raconter qu'on a besoin de soldats à la frontière de Luxembourg pour empêcher les Allemands ou les Belges de rentrer en Luxembourg, ou des soldats français pour empêcher je ne sais qui, les Italiens, de rentrer en France, ou des Italiens pour empêcher les Autrichiens de rentrer en Italie, etc., etc. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. De plus, on achète les mêmes chars qu'on ne sait même pas où ils vont aller. Pour faire quoi? Alors évidemment, il y a les avions. Et la France fait plus. La France a une autre conception, et un autre pays d'ailleurs, et je finirai par ça sur le Brexit, un autre pays, une autre conception de la sécurité, l'Angleterre. Seulement rappelez-vous, quand la France et les Anglais ont décidé d'intervenir en Libye, je ne veux pas discuter ici si c'était juste ou pas juste.
Ça, on peut le faire aussi, si ça vous intéresse. Mais pour sauver Benghazi, ils ont décidé d'intervenir. Qu'est-il arrivé? Au bout de 7 jours, ils ont dû appeler papa et maman. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus de munitions. Ils ont dû appeler les Américains pour qu'ils leur donnent des munitions. Deuxièmement, l'intervention n'était possible qu'avec les AWACS de l'OTAN, des Américains. Donc, la France et l'Angleterre même n'étaient pas capables de mener seuls une intervention qu'ils jugeaient nécessaire. Quand il y a eu l'intervention après des hésitations et moultes hésitations en Syrie contre Assad, après l'utilisation d'armes chimiques, cette intervention des Américains, on dit, et des Français, c'était 3 avions français. 3. Je ne sais pas combien de fusées intercontinentales et des avions américains. C'est-à-dire qu'on a une prétention et juste une analyse de nécessité d'intervention, mais que nous ne sommes pas capables d'être à la hauteur, économiquement, militairement. Donc, si l'on veut une souveraineté européenne et donc une capacité de lutter contre le terrorisme, de lutter dans des régions où l'on croit qu'il faut intervenir, aucun État européen, et même pas la France et l'Angleterre, ne peuvent à long terme y arriver seuls. Et comme les Américains aujourd'hui ne veulent plus être les garants de la liberté et de notre sécurité en Europe, où nous sommes les garants de notre propre sécurité, où nous ne sommes plus les garants de sécurité, et nous ne pourrons pas réagir. On l'a vu en Crimée, on le voit un peu partout dans certaines régions. Donc, j'en viens à ce qu'on appelle, ce qui est débattu aujourd'hui, la souveraineté européenne. C'est quoi la souveraineté européenne? La souveraineté européenne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité politique, économique, de décider pour soi. Donc, si nous décidons que pour la transition énergétique nécessaire, pour la transition écologique nécessaire pour la lutte contre la dégradation du climat, il faut une économie décarbonisée, il est évident qu'aux frontières de l'Europe, nous devons nous protéger contre des économies qui nous proposent justement des produits non décarbonisés. Donc une taxe carbone aux frontières est une nécessité dans la souveraineté où nous sommes climato-sceptiques, et mon argument est idiot, où nous ne sommes pas climato-sceptiques, nous sommes d'accord avec 90% ou 95% des scientifiques dans le monde, alors il faut que l'Europe ait la souveraineté de décider quel type d'économie non seulement s'impose à l'Europe, mais que nous imposons dans nos échanges avec les autres. Parce que le marché européen, c'est toujours 25% du PIB mondial. La France, c'est 4% du PIB mondial et l'Allemagne, c'est 6% du PIB mondial. Donc vous voyez un peu la dimension des problèmes. Et puis, on a aujourd'hui le Brexit. Alors le Brexit, c'est très compliqué parce que, vous savez, l'Angleterre est rentrée à reculons dans l'Europe. L'Angleterre a décidé de participer au marché unique, au marché commun, mais il n'a jamais, a toujours refusé une Europe politique. Toujours, dès le début. Et vous savez, souvent, quand on parle de l'Angleterre, on parle du fameux discours de Winston Churchill, 1945 à Zurich. C'est un discours formidable où il défend une idée qui m'est chère, des États-Unis d'Europe. Et il se projette dans l'avenir en décrivant la nécessité des États-Unis d'Europe, presque avec un langage hugolien. Vous savez que Victor Hugo aussi avait parlé déjà des États-Unis d'Europe. Seulement, ce qu'on oublie, c'est que Winston Churchill pensait les États-Unis d'Europe sans l'Angleterre. C'est explicitement dit dans son discours. Parce qu'il dit, il faut savoir que l'Angleterre a une méfiance totale face au continent européen
Et que cette méfiance totale qui est aujourd'hui dans l'ADN de la compréhension des générations anglaises, c'est cette méfiance due au comportement de beaucoup de sociétés face à la barbarie nazie. Pour eux, l'Angleterre est le seul pays où Hitler n'a pas pu mettre les pieds, et ce sont les seuls qui n'ont pas collaboré. Et pour cela, ils sont méfiants des Français, ils sont méfiants des Allemands, évidemment, ils sont méfiants des Belges, des Hollandais, etc. Et c'est cette méfiance-là qui est absurde aujourd'hui, totalement absurde, mais qui définit le caractère, si vous voulez, insulaire de l'Angleterre. Et c'est pour cela que le Brexit, qui est quand même la plus grande victoire des fake news qui ait existé, avec des mensonges incroyables de transfert de l'argent européen vers le système de la santé anglaise, etc., ça ne fait rien parce que ça répondait à quelque chose d'irrationnel dans une partie de la population anglaise. Et c'est pour cela que je crois que ceux qui défendent aujourd'hui et disent il faut que ça finisse le plus rapidement possible, et que moi, j'ai même proposé, j'ai défendu face à Macron qui joue à De Gaulle, qui disent non, même s'il est seul, pas de prolongation des négociations, pour la simple raison que ça n'a aucun sens. Alors vous allez me dire, économiquement, il faut essayer, il faut trouver une solution rationnelle. Vous avez raison, il faudrait. Mais qui aurait imaginé la déconfiture totale, la décomposition totale de l'élite politique anglaise dans les débats sur le Brexit? C'est un spectacle, oui, moi j'adorais les spectacles des débats au Parlement anglais. C'était folklorique, mais c'était triste. Ils ont pendant 1 an, jour pour jour, semaine après semaine, répété tous exactement la même chose. Incapables de trouver un compromis. Et donc je vous dis, on va vraisemblablement arriver, et on arrive donc à cette absurdité des élections européennes, où le parti qui va être le plus haut, le parti de M. Farage, fait campagne avec une phrase incroyable pour les élections: votez pour nous pour qu'on parte le plus rapidement possible. Mais c'est d'une débilité incroyable. Et qu'on laisse cela faire démontre notre incapacité à prendre nos responsabilités. Donc, l'Europe, c'est quelque chose de formidable. L'Europe, c'est une possibilité incroyable, mais ça la nécessite aussi qu'on soit en tant que politique ou même en tant qu'acteur économique au niveau de ce défi. Et pour finir, je veux vous raconter une histoire. Une des plus belles histoires de l'Europe, c'est Erasmus. Ah là là, qui n'a pas fait, je ne sais pas, il y en a combien qui ont fait Erasmus. Et moi, je me rappelle, j'étais, il y a 2 ans, je fais un débat avec des étudiants Erasmus. Ils étaient 400, 500. Ils discutaient, ils m'expliquaient où ils étaient. Il y en a qui étaient en Allemagne, en Espagne, en Lituanie, enfin un peu partout. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash. Et j'ai posé une question. J'ai demandé, combien d'entre vous vivent en couple mixte, mariés ou pacsés ou ensemble simplement, Erasmus? Et plus d'un tiers étaient aujourd'hui, vivaient français, allemands, toutes les nationalités mélangées. Et vous savez que la Commission a mis sur pied, depuis maintenant près de 2 ans, pas seulement un Erasmus pour étudiants, mais Erasmus pour apprentis et pour jeunes ouvriers. Mais les politiques, et on revient au budget, qui font tous l'éloge d'Erasmus, quand il s'agit d'investir, quand il s'agit de mettre de l'argent, parce que Erasmus, ça veut dire des bourses, ça veut dire aider pour que tout le monde puisse vivre, travailler ou étudier dans un autre pays, là, on ne peut plus radin. Moi, je me suis dit, imaginons, rêvons, l'utopie totale, que les gouvernements décident de mettre, je ne sais pas, 1 milliard chaque année sur la table pour qu'au moins 1 million de jeunes Européens, 1 million, puissent travailler, étudier ou travailler dans un autre pays européen. 1 million chaque année, ça fait 350 000 couples. Et vous savez ce que ça veut dire? Je vous donne l'exemple. Imaginez une jeune Hollandaise
d'origine turque. Ses parents sont arrivés il y a 30 ans à Amsterdam. Elle fait des études de droit et elle va faire 1 an d'Erasmus à Montpellier. Là, elle rencontre un jeune maghrébin d'origine algérienne, mais français d'origine algérienne, qui fait des études de médecine. Ils se rencontrent dans une discothèque. Il y en a pas mal à Montpellier. Et ils tombent amoureux, ils ont des enfants. Mais ces enfants, ils sont quoi? Ils sont turcs? Ah non. Ils sont hollandais? Mais non. Ils sont français? Mais non. Ils sont algériens? Mais non. Ils sont européens. Eh bien, moi, je vous dis, faites l'amour et vous avez une façon de construire l'Europe. Merci.